BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission Le Club BFM Crypto sur BFM Business tous les jours entre 15h et 15h30. Mes invités du jour, Pauline Armandet, journaliste à BFM Business. Bonjour Pauline. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Emmanuel Arrault est avec nous, également dirigeant de HT Solutions. Bonjour Emmanuel. C'est quoi HT Solutions ? HT Solutions, c'est une entreprise qui permet de proposer de la formation et des conférences sur le Bitcoin. Ah ben ça c'est très utile. On aime bien quand il y a de la pédagogie autour de ces sujets-là. Et Hubert de Vauplan est avec nous également. Bonjour Hubert, partner chez Morgan Lewis. On va parler de stablecoin évidemment avec Hubert, mais pas que, d'euro numérique également, de contexte international et notamment une lecture de ce qui se passe au Venezuela, côté crypto bien sûr, mais aussi des usages, du minage si on a le temps à la fin de l'émission. Vous pouvez nous écrire, comme vous le savez, sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. On répond à toutes les questions que vous nous posez tous les jeudis de 15h à 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Pauline Armandet, on commence par le Parlement européen qui votera dans les prochains mois sur l'euro numérique, mais le vote risque de se jouer à un cheveu. Pourquoi Pauline ? Effectivement, les avis divergent entre les députés européens et il manquerait a priori environ 40 voix pour arriver à la majorité absolue et donc permettre que ce projet soit accepté. Ouais. En gros, on a vraiment les députés du centre-gauche et des libéraux qui sont pour l'initiative de la BCE, parmi lesquels on compte notamment Aurore Lalucq, dont on parle assez souvent sur ce plateau. Oui. Ceux qui sont plutôt contre, clairement, c'est les partis d'extrême droite européens qui, eux, se positionnent même en faveur des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Et puis, là où ça risque vraiment de se jouer, finalement, c'est le groupe PPE et un groupe réformiste conservateur qui sont en gros les plus nombreux au sein du Parlement européen. Et là où les avis vraiment sont différents. Alors, c'est des questions politiques d'être pour ou contre, ou il y a réellement des sujets sur lesquels ça diverge les avis ? Alors, en fait, les députés, ils recueillent vraiment aussi les inquiétudes qui existent de toutes parts. Et typiquement, il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui s'inquiètent d'une surveillance accrue de la part de la BCE, notamment via l'émission de cet euro numérique. Donc, ils sont partagés sur ces avis-là, de surveillance ou non. Et puis aussi, il y a les banques, notamment, qui ont fait part aussi de leurs inquiétudes sur deux sujets principaux. La question de la fuite des dépôts des clients et en même temps sur le coût d'un tel projet, puisqu'il y a une étude qui était sortie récemment qui estimait que pour les banques, ça pourrait coûter jusqu'à 18 milliards de dollars, un euro numérique, tandis que la BCE parle plutôt de 6 milliards. Mais du coup, il y a des inquiétudes un peu de toutes parts qui sont recueillies par les députés en ce moment. Les deux camps, ça va se développer effectivement dans les mois qui viennent, forcément. Et à cet égard, 70 économistes, dont Thomas Piketty, ont publié une lettre ouverte hier, appelant les eurodéputés à résister au lobby financier sur l'euro numérique avant le vote. Oui, effectivement. En fait, ils ont constaté notamment que le rapporteur du projet sur l'euro numérique, un député espagnol, a eu environ 54 réunions avec des membres de l'industrie bancaire, contre 2 réunions avec des membres de la société civile. Et en fait, les économistes appellent vraiment les eurodéputés en vue du vote à reconsidérer l'euro numérique comme appartenant vraiment au bien commun. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils en disent. Et ils considèrent que les liens étroits entre ce que peuvent dire les banques aux eurodéputés et ce qu'ils sont amenés à voter sont évidemment des sujets qui peuvent être, qui doivent être abordés. Et donc, il y a eu cette lettre ouverte où ils remettent en évidence les contours de l'euro numérique très récemment. C'est très intéressant et c'est pas la première fois qu'on le dit, Hubert, mais ça va être une bataille politique évidemment. Oui, c'est une bataille politique et c'est une bataille même plus quelque part de société. Quel rapport on a avec l'argent, quel rapport on a avec la forme et la représentation de la monnaie. Je pense qu'il faut mettre de côté, quand on regarde vraiment au fond les inquiétudes sur les aspects de vie privée, c'est le principal point qui ressort des tendances quand on interroge les citoyens européens, mais c'est sans doute celui dans lequel les réponses sont les plus simples à apporter aujourd'hui, en tout cas dans un état de droit. Il n'y a pas de risque a priori
que ces données partent au fisc, ailleurs ou autre, etc. Donc de ce point de vue-là, les angoisses qu'on peut entendre ne semblent pas fondées. Par contre, je trouve l'argument des économistes intéressant sur le bien commun. Mais si c'est un bien commun, c'est pas aux banques de le financer. Si c'est un bien commun, ça serait à la Banque centrale européenne de prendre en charge l'intégralité du coût, non seulement du coût de développement de son côté, puisque la BCE a sorti des chiffres disant que ça lui coûterait entre 2 et 4 milliards pour elle, et puis pour les banques, ça coûterait autour de 4 milliards. Les banques ont répondu non, c'est plutôt 18 milliards. 18 milliards. À la limite, peu importe le chiffre. En tous les cas, cet argent est l'argent qui n'ira pas ailleurs dans le financement des entreprises ou autres. Mais si c'est vraiment un bien commun, eh bien, qu'il soit pris en charge en totalité par la BCE. Qui porte ce projet à la base, évidemment. Emmanuel, un commentaire là-dessus? Oui, alors je ne suis pas aussi confiant qu'Hubert sur le fait que le manque de confidentialité sur les transactions serait un peu imaginaire, parce qu'il y a une énorme différence entre une monnaie programmable de fait. Oui, mais ce que n'est pas l'euro numérique, il n'est pas programmable. Bah, en tout cas, il pourrait l'être. Enfin, on ne sait pas aujourd'hui comment il le sera. Non, la BCE a dit qu'il ne serait pas programmable. Il ne peut pas être techniquement programmable. Oui, alors du coup, c'est là où il y a un flou qui est énorme, parce qu'en fait, on ne sait pas concrètement comment serait l'euro numérique de demain. Donc ça, si programmable, bah oui, il y a un risque évident. C'est-à-dire que s'il est programmable, de toute façon, oui, il y aura un risque de confidentialité. L'image que je prends souvent, c'est l'image du bracelet, enfin du collier autour du cou, sur lequel, potentiellement, en fait, on vous dit, non, nous ne ferons rien, on va s'assurer, il y aura du droit, etc. Oui, il n'empêche que si c'est une monnaie programmable, la possibilité est là. Et donc après, la question pour les citoyens, c'est de se dire, est-ce qu'on le met ou non, ce collier? J'ai une question à poser par rapport à ce que disait Pauline. Le vote du Parlement européen dans quelques semaines, ça va changer quoi? Si c'est oui, ça donne quoi? Si c'est non, ça donne quoi? On continue quand même, Hubert? C'est super important, puisque le Conseil a déjà donné son accord à l'unanimité, un peu poussé, parce que ça a été un oui, quand on interroge un peu en off, c'est un oui, comment dire, non enthousiaste. Oui, c'est ça. Donc, d'où on voit la polémique, c'est que c'est voilà, pas gagné, quoi. C'est pas gagné, mais même il fallait voter oui, donc tout le monde a voté oui, mais en fait, bon. Donc, comme on est dans un acte co-législatif, parce qu'on oublie toujours une chose, c'est que la décision technique et le moment technique de dire j'aimais l'euro, ça c'est la BCE, mais la décision politique, législative, juridique, comme on est en co-législateur, c'est le Conseil et le Parlement. Et il faut être d'accord tous les deux dans les mêmes termes. Sur quoi? Sur des projets de règlement qui sont vraiment très embêtants, on va pas en parler ici, c'est sur la manière dont on doit aborder l'euro numérique autour de questions juridiques comme le cours légal et autres. Bon, mais il faut qu'il y ait un vote du Parlement sur ce texte. Et c'est le vote dont on parle, c'est ce vote sur ces deux textes. Donc on a un texte qui est très technique au sens juridique, mais en fait il faut dépasser cet aspect technique parce qu'il y a cet aspect politique derrière. Oui, exactement. Le calendrier, c'est 2029, d'ici là. Ah oui, non, c'est pas 2029. C'est plus 2029, si, c'est quoi? Mais en fait, si vote il y a, positif ou négatif. Si vote positif il y a, c'est fini. Il n'y aura plus de retour en arrière. C'est-à-dire que si le Parlement vote favorablement, donc c'est enclenché la machine? La machine est enclenchée. On ne peut plus revenir en arrière. Bien sûr que c'est 2029, mais avant 2029, il y a 2027. Et en 2027, il y a des expérimentations pilotes dans un certain nombre de régions européennes qui ne sont pas encore déterminées sur l'euro numérique. Donc, c'est pas 2029. Et même, c'est pas 2027. C'est avant juin 2026 que la décision définitive sera prise. Et si c'est non, alors là, d'abord, c'est une claque pour la BCE. Et ensuite, on n'a plus de calendrier. C'est intéressant parce que l'autre jour... quelqu'un sur le plateau de la matinale venait défendre quelqu'un de la Banque de France ou des cartes bancaires, je ne sais plus, mais en tout cas, il essayait d'expliquer l'utilité de l'euro numérique. Il y a eu du mal, je pense. Il a mis 9 minutes à essayer de faire comprendre à quoi ça allait servir, aussi bien pour le citoyen lambda que pour les banques commerciales, que pour tout le monde. 9 minutes. Je vous avoue que même moi, je n'ai pas compris grand-chose. Il a parlé des stablecoins, en une phrase, c'était bouclé. Donc en fait, c'est ça aussi, peut-être l'enjeu de tout ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est la clarté. À quoi ça va servir pour le citoyen, pour les banques commerciales? Il y a la raison des coûts aussi dont on parlait tout à l'heure. Il va falloir faire preuve d'une grande pédagogie, Emmanuel.
Oui, alors la grande question, c'est à quoi ça va servir. Ouais. Et en fait, tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, il est difficile de faire voter, j'ai envie de dire positivement ou négativement, des représentants. Quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le monde et qu'on voit du coup ce qui se passe au Brésil, par exemple, avec Pix, on voit qu'en fait, on a changé l'infrastructure. On n'a pas changé la monnaie n'a pas changé, mais on a changé l'infrastructure. Quand on regarde, François Villeroy de Galhau parlait par exemple de Nexus, du coup, donc ce grand projet d'infrastructure internationale. Bien, en fait, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, mais si on veut mettre Nexus en place, alors même qu'on n'a pas un système en Europe qui est simple et sans frais, etc., bah, ça paraît un petit peu compliqué. Donc, on a l'impression que l'Europe essaye de chercher une solution un peu en mode usine à gaz avec une monnaie numérique, alors qu'on a vu que les monnaies numériques ont tendance à quand même coincer dans certains pays en termes d'adoption. Quand on vous écoute, vous nous aviez parlé une fois de l'euro numérique de gros, pour le coup, il y avait une vraie raison. Vous trouviez vraiment une légitimité à cela. Pour l'euro numérique de détail, c'est moins le cas. Nathalie Janson disait que l'un des grands arguments utilisés par la BCE en ce moment, et c'était assez nouveau, c'est le côté souveraineté. Voilà, il faut absolument défendre la souveraineté de cette monnaie européenne. Est-ce que ça peut suffire pour convaincre les indécis, Hubert ? Les indécis, c'est-à-dire, au niveau du vote, l'argument souveraineté est un argument un peu valise, mais c'est un argument qui a son poids, son jeu de mots. Oui. L'autre argument à côté qui est de dire, est-ce que c'est de la compétence de la BCE de rentrer en compétition sur un domaine commercial que celui des banques, en matière de paiement? Parce qu'à côté de l'euro numérique, il y a tous les projets réels cette fois-ci, qui sont plus projets, Wero ou autres, qui sont lancés, dont le but est justement, poussé par la Commission, de dire offrons une infrastructure des rails européens pour les paiements de détail en Europe, là où l'Europe, c'est pas le cas en France, c'est essentiellement sous domination de grands acteurs américains. Donc, les banques on dit OK, Banco, nous avons une infrastructure, s'appelle pour certains pays Wero, notamment en France. Donc, et à côté de ça, vous allez nous lancer un euro numérique qui fait la même chose que Wero. Donc, le rapporteur européen dit ça n'a pas de sens d'avoir un secteur public qui marche sur les plates-bandes du secteur privé. Si le secteur privé ne répond pas à cette question de souveraineté, alors oui, il faut lancer l'euro numérique, mais laissons d'abord le secteur privé faire ses preuves, d'où la proposition du rapporteur européen qui est de dire, limitons dans un premier temps l'euro numérique là où le secteur privé n'apporte pas de réponse technologique, c'est-à-dire pour les paiements dans les garages. Je suis très caricatural, mais c'est ce qu'on appelle tous les paiements offline finalement. Et là, il n'y a pas de réponse aujourd'hui par Wero ou autre. Et donc, la réponse pourrait être on pourrait faire un vote sous conditions suspensives, j'allais dire. C'est-à-dire, mais c'est pas du tout prévu. Le Parlement pourrait dire, je vote pour l'euro numérique si d'ici 2029 ou 2027, il ne m'est pas démontré que le secteur privé avec Wero n'a pas efficacement répondu à mon attente en matière de souveraineté. Ça aurait du sens. C'est intéressant parce que là, on est effectivement sur un vote, mais il y a plein de conditions, de conséquences qu'on ne connaît pas encore. Donc il faut décider. Il y a aussi évidemment toutes les alternatives à cela, ce que proposent les banques, ce que proposent les autres pays, les autres solutions qu'ils ont mises en place techniquement et qui sont beaucoup plus matures. Et on est quand même un peu dans le flou au moment de ce vote, quoi. Alors, on est d'autant plus dans le flou parce qu'effectivement, l'infrastructure technologique n'est pas encore bien connue. C'est une autre difficulté. C'est-à-dire, on va faire voter les députés européens sur des prescriptions qui sont encore pas encore détaillées. Alors quand je dis ça, en fait c'est un peu compliqué puisque quand on va sur le site de la BCE ou de la Banque de France, et regarder les papiers qui sortent sur l'euro numérique, il y en a pléthore. Il y en a tous les mois qui sortent. Donc on se dit c'est super, il y a vraiment une énorme transparence et c'est vrai sur tout ce qui se passe, etc. Mais si on veut un papier qui nous dit technologiquement parlant comment ça fonctionne. Alors, on sait que ce ne sera pas une blockchain, ni un registre distribué. Mais qu'est-ce que ce sera ? Et notamment pour cette question de respect de la vie privée. C'est-à-dire, est-ce que, enfin, on va pouvoir avoir des techniciens qui vont regarder l'outil et qui vont répondre à la question de savoir est-ce que ma vie privée est ou non, finalement, en danger ? Parce que, pour nous, on a une affirmation de la BCE qui nous dit non. Mais la réponse, elle sera dans la technologie.
Et ça, on n'a pas la réponse. Oui, c'est ça, exactement. Pour terminer là-dessus, vous vouliez revenir, Hubert, sur le gouverneur de la Banque de France, justement, qui s'est prononcé la semaine dernière, parce que la France a pris la présidence du G7, et il a peur, lui, d'une américanisation de la monnaie. Et ça, c'est tout le débat dont on parle là. Les Américains qui développent les stablecoins, qui sont adossés au dollar à 99%. On est dans cette guerre-là du futur de la monnaie. Alors, ce que dit le gouverneur, c'est l'une des premières fois où c'est dit de manière aussi claire. Mais en fait, on trouve déjà entre les lignes cette idée dans un rapport qui est paru fin novembre ou début décembre, je ne sais plus, par le Conseil européen des risques systémiques, disant en fait, il n'y a pas de risque à court et moyen terme en Europe parce que l'euro soit remplacé par des stablecoins dollars, sauf si les grands marchands des grandes plateformes de commerce américaines poussent, pour tout un tas de raisons, un stablecoin dollar. Et je ne fais pas de dessin avec ces grandes plateformes. Vous avez le choix de payer par différents modes de carte ou par stablecoin, même en dollars. Ça sera neutre et indifférent et incolore pour vous. Ouais. Mais ces grandes plateformes de distribution peuvent être finalement l'agent qui va démocratiser les stablecoins dollars dans la zone euro, là où on ne s'y attend pas a priori. Ouais. Donc oui, il y a un risque d'américanisation de la monnaie. En tous les cas, l'Europe en est pour l'instant éloignée. Beaucoup de pays ne le sont pas. Il y avait d'autres articles on voit surtout ça dans la littérature américaine, où on parle de digital dollar. Dans le sens, il y a toute la question des zones dollars. Maintenant, on ne parle plus tellement de zones dollarisées. On commence à parler de zones digital dollars. Mmh. Parce que la seule monnaie numérique aujourd'hui dans le monde numérique, c'est le stablecoin. Et donc le stablecoin dollar. Même le yuan est numérique est absent. Mais ce que vous dites, voilà, ce que dit François Villeroy de Galhau, c'est qu'il faut renforcer MiCA pour éviter cette situation. Alors une fois encore, Emmanuel, d'un côté, on développe la technologie, on innove aux États-Unis. Nous, la seule réponse qu'on a, c'est renforcer MiCA. Oui, alors on développe sans trop savoir ce qu'on développe. Dans le monde informatique, je dirais que c'est un petit peu comme si on avait un cahier des charges, mais sans savoir ce qu'on va développer. Donc parfois, on se moque un petit peu du monde informatique en disant tiens, on voudrait développer une roue, et puis en fait, on obtient un carré. Là, en fait, on n'a même pas ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc, autant vous dire que le secret est là. Enfin, je pense pour moi que le problème, il est mal posé. Il n'y a pas de. Quand je dis mal posé, c'est François Villeroy de Galhau sent bien l'américanisation, mais elle n'est pas d'aujourd'hui, cette américanisation. Enfin, tout ce qui s'est passé sur le siècle dernier, c'est bien une américanisation de la monnaie, en passant par Bretton Woods, la fin en 1971, le pétrodollar aujourd'hui. On est bien sur une américanisation. Ce qui a changé, par contre, avec les stablecoins dollars, c'est bien le fait que cette monnaie pénètre jusqu'aux citoyens, du coup, via les stablecoins. Et si on a 10% à peu près de détention de crypto en France, ça signifie quand même qu'on a 10% de Français qui, aujourd'hui, détiennent des stablecoins dollars potentiellement, parce que souvent, quand on est dans l'environnement crypto, on passe par les stablecoins dollars. Et donc, on a des citoyens français qui lèvent de la dette américaine. Et effectivement, maintenant, le gouverneur de la Banque de France se dit menacé. Mais oui, bien évidemment qu'il est menacé. Maintenant, tant qu'on conservera il faut de la norme, il faut de la régulation, et donc on empêche finalement d'ailleurs les écosystèmes d'émerger, parce qu'on le voit bien dans l'écosystème crypto, ça n'émerge pas en Europe. Je pense que nous ne sommes pas sur le bon problème. Voyons les chiffres de la DAN dans quelques semaines. On va attendre de voir les vrais chiffres, mais les derniers, c'était 10% d'adoption, c'est vrai. 30% de volonté d'adoption. Mais en France, c'est vrai que ça a du mal à prendre la crypto. On va passer au deuxième sujet. On n'arrivera jamais à tout faire, c'est pas possible. Mais Pauline, on parle du Venezuela. Donald Trump qui a fait part de son intention de contrôler le pétrole au Venezuela. Ça fait plusieurs mois que le pays contourne d'ailleurs les sanctions internationales, les sanctions américaines, pour vendre son pétrole. Et ce, grâce aux crypto-monnaies. Ça, c'est intéressant. Alors effectivement, c'est une enquête de Reuters qui a indiqué notamment que depuis 2024, donc, le Venezuela utilise le stablecoin USDT adossé donc, au dollar pour exporter son pétrole, malgré un embargo pétrolier américain qui est en place depuis 2019 et qui permet notamment, qui est utilisé par la principale compagnie pétrolière publique du Venezuela. Et en fait, il apparaît que grâce à ce système un peu parallèle, parce qu'en fait,
cette compagnie ne pouvait pas notamment traiter avec des entreprises en dollars traditionnels. Et là, grâce à la crypto, elle le fait. Et ça a permis d'injecter jusqu'à 119 millions de dollars de crypto dans l'économie locale. Donc, ça fait quand même pas mal de dollars qui ont été injectés. Et c'est pas le premier pays à utiliser la crypto pour contourner les sanctions financière. D'ailleurs, c'est un groupe qui s'est créé, c'est une pratique assez commune, Pauline. Alors effectivement, c'est le think tank américain qui s'appelle le The Atlantic Council qui explique que notamment le Venezuela et d'autres pays, notamment l'Iran et plus récemment la Russie, font partie d'un groupe qui s'appelle l'Axe de l'évasion et qui utilise des méthodes de contournement, notamment grâce aux crypto-monnaies, pour vraiment contrer les sanctions internationales et financières. Et la Russie, c'est vrai, on en avait déjà parlé sur ce plateau, a lancé un stablecoin, l'Asset A5, qui permet notamment à plein d'oligarques, notamment russes, de pouvoir faire transiter des milliards de dollars dans d'autres pays, alors qu'ils sont bloqués et qu'il y a des gels de leurs comptes. C'est intéressant parce que cette crise au Venezuela, cette reprise en main du système par Donald Trump, ça a révélé ça, que le Venezuela, finalement, Hubert, utilisait beaucoup les cryptos en sous-main. Oui, on a un peu oublié que le Venezuela avait aussi essayé de lancer sa propre crypto basée sur le dollar, qui était le Petro. Le Petro, c'était, on dirait aujourd'hui, une sorte de stablecoin adossé sur les réserves de pétrole vénézuéliennes, qui, comme on le sait, sont les plus grandes au monde. Ça a été un flop pour tout un tas de raisons. Et ça s'est arrêté en 2024, donc c'est pas si vieux. Mais donc il y avait déjà cette première expérience. Et quand vous regardez les chiffres de Chain Analysis, notamment, Chain Analysis, qui est cette société qui permet de faire des checks, des vérifications des transactions par rapport notamment aux activités illicites, la société révèle qu'en 2025, même si l'année n'était pas encore terminée lorsqu'elle a publié son rapport, il y a eu une augmentation, j'ai oublié le chiffre, mais très très importante du nombre d'activités illicites. Je ne voudrais pas dire de bêtises à l'antenne, mais une forte augmentation entre 2024 et 2025, essentiellement du fait du recours des stablecoins pour le contournement des sanctions par des pays comme le Venezuela, la Russie et l'Iran. Donc ça, c'est un fait. Le fait, c'est que c'est une réalité. Et par rapport à cette réalité, c'est quoi la réponse, notamment américaine, mais aussi européenne ? Par exemple, il y a un projet de la Commission européenne de mettre sur la liste européenne ce fameux stablecoin, cette fameuse crypto de la Russie, pour justement en interdire l'usage par les acteurs européens. De ce point de vue-là, l'OFAC, qui est l'organisme américain de contrôle notamment des sanctions, ça fait longtemps que l'OFAC considère que les cryptos en dollars, c'est comme du dollar. C'est-à-dire que vous avez beau dire que c'est une crypto, pour eux, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, donc c'est du dollar. Donc, quand vous recourez au paiement en crypto en dollars, pour le droit américain, c'est comme si vous payez en dollars. Donc, si vous payez en dollars, c'est interdit. Donc, en fait, ceux qui se livrent à cet exercice violent le droit américain et donc sont susceptibles d'être sanctionnés avec des pouvoirs extraterritoriaux qu'on connaît par l'OFAC. Alors peut-être que quand on est le Venezuela, on s'en fiche un petit peu, mais quand on est un acteur privé, c'est un peu plus compliqué. Donc, et ce qu'on a vu dans le passé aussi, en droit américain, c'est que dans les listes, on a des listes de personnes et de sociétés qui sont des listes considérées comme étant, des personnes ou des individus qui sont sous sanction, donc, et avec lesquels il est interdit de commercer. Mais l'OFAC a depuis 2-3 ans non seulement mis sur ces listes des personnes ou des sociétés, mais aussi des protocoles, des adresses de protocoles crypto. C'est-à-dire que l'adresse de protocole est traitée comme une personne en quelque sorte. Et donc il est interdit de commercer avec cette adresse. Et c'est là toute la force de la réponse américaine, c'est de dire je traite finalement une adresse comme si c'était une personne pour en interdire le recours avec des tiers. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, juridiquement parlant, c'est du dollar. À chaque fois qu'il y a des conflits comme ça, on se retrouve à parler de sujets crypto, mais pas dans le sens où on aimerait. C'est toujours intéressant. Les dernières actus. Morgan Stanley et le lancement d'ETF. 3 ETF crypto en 24 heures lancés, Emmanuel. Ça a retenu votre attention? Oui, ce qui a retenu mon attention surtout, c'est l'ETF Bitcoin. Et ensuite, l'ETF Solana, déposé tout de suite en même temps que Bitcoin. D'ailleurs, en amont d'Ethereum. Alors, est-ce qu'il y a une
une vraie raison ou pas derrière ça. Pour l'instant, c'est pure spéculation. Mais en tout cas, on voit que le système bancaire, du coup, décriait tout l'environnement crypto, etc. Et puis, finalement, quand les fonds d'investissement se sont lancés, ils ont offert ces services-là. Et maintenant, ce sont les banques elles-mêmes, du coup, qui commencent à offrir les services crypto. Du coup, on peut s'interroger un petit peu sur la pertinence du discours des banques auparavant concernant le Bitcoin, par exemple. Mais hier est un autre jour en matière de secteur crypto. Mais ce qui est intéressant, c'est que les institutionnels sont de plus en plus intéressés par la crypto. Ça, c'est une chose. Et ce qu'on disait la semaine dernière avec Raphaël Bloch, c'est que la difficulté, à partir de maintenant, c'est qu'il va falloir choisir de quelle façon on investit. Il va y avoir tellement de produits lancés par tellement d'acteurs différents qu'il va falloir choisir, est-ce que j'achète des cryptos via tel produit, directement, via une plateforme, via un gestionnaire d'actifs, via une banque traditionnelle. Ça va être ça la difficulté. Alors là, c'est les problématiques d'investissement. Mais du coup, c'est vrai que vous disiez justement qu'on a tendance à déborder quand on parle de crypto. Si on revient au fondement de ce qu'est Bitcoin et de pourquoi il a émergé et qu'on voit aujourd'hui le panorama que nous avons, on est très très loin de ce qu'on souhaitait, entre guillemets, en tout cas dans l'univers des cypherpunks et de Bitcoin. Donc moi personnellement, c'est vrai que ça me fait un petit peu sourire parce que c'est vrai qu'on aura toute une palette, mais toute une palette d'objets qui ressemblent de très très loin à finalement ce qui devrait être la crypto. En l'occurrence, à savoir de la détention propre, par exemple, de Bitcoin. Exactement. Il y a un petit fait, je voulais juste rebondir, mais par rapport au stablecoin dollar, c'est une tendance qu'on voit émerger, c'est-à-dire que dans plein de pays, du coup, les stablecoins dollars sont pris comme un petit peu le messie, quoi. C'est-à-dire, si on a une monnaie qui est en difficulté, on va prendre du stablecoin dollar. Mais il faudrait quand même rappeler que les stablecoins dollars, ce sont des sociétés privées qui peuvent effectivement geler les fonds, vous l'avez rappelé, Hubert, et qu'en fait, vous êtes sur un outil qui peut être complètement contrôlé. Et du coup, dans le jeu d'échecs au niveau géopolitique, moi, je m'interroge un petit peu quand même sur les États-Unis parce que les États-Unis, quand même, les stablecoins dollars ont effectivement été utilisés pour le pétrole au niveau du Venezuela, alors même que ce sont des sociétés américaines qui émettent ces stablecoins dollars. Alors oui, le Venezuela a dû utiliser tout un tas d'outils pour essayer de ne pas être trop visible. Enfin, je m'étonne quand même que les États-Unis laissent faire. Finalement, au bout d'un moment, les économies tournent sous le stablecoin dollar. Et après, du coup, on intervient. Alors, est-ce qu'on intervient en mode on arrête tout ou on utilise ? Là, en tout cas, c'est un vrai jeu d'échecs. Oui, effectivement, un jeu d'échecs qui évolue en permanence. On essaye de vous le faire lire le plus clairement possible dans cette émission. Vous pouvez toujours nous poser vos questions pour alimenter ce débat. En tout cas, c'est un sujet et un secteur passionnant à regarder. Merci à tous les trois. On est en retard. Pauline Armandet, journaliste BFM Business, Emmanuelle Haro, dirigeante de HT Solutions, Hubert de Vauplane, partenaire chez Morgan Lewis. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Je vous laisse tout de suite entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.